Dans une contrée ensoleillée de Sikakro, la vie s'écoulait paisiblement, rythmée par le doux murmure des rivières et le chant des oiseaux. Au cœur de ce paradis tropical se dressaient fièrement les plantations de cacao. Le cacao était bien plus qu'une simple culture pour les habitants de Sikakro. C'était le symbole de leur prospérité, de leur fierté et de leur héritage. Pourtant, un jour, l'harmonie tranquille de Sikakro fut troublée par l'arrivée d'un étranger au nom évocateur, Katakié. Avec son sourire charmeur et ses promesses de richesse, Katakié parvint à séduire certains villageois, les entraînant dans sa quête insatiable d'or. Au début, la perspective de richesse rapide et facile semblait irrésistible. Les habitants, aveuglés par les illusions dorées de Katakié, abandonnèrent peu à peu leurs plantations de cacao pour se lancer dans l'orpaillage. Les champs autrefois verdoyants de cacao furent délaissés au profit des mines à ciel ouvert, où résonnaient désormais les bruits des pioches et le grondement des pelles. Dans les premiers temps, la découverte de pépites d'or semblait confirmer les promesses de Katakié. Sikakro connut une brève période d'abondance et d'euphorie, où l'or coulait à flots et où les rues résonnaient de chants et de danses. Les habitants se laissèrent emporter par cette vague d'optimisme, convaincus que leur fortune était assurée pour l'éternité. Mais hélas, la réalité rattrapa rapidement les rêves dorés de Sikakro. Les effets néfastes de l'orpaillage commencèrent à se faire sentir, comme les prémices d'une malédiction insidieuse. Les terres jadis fertiles, qui avaient nourri le village pendant des générations, furent bientôt ravagées par l'orpaillage. Les plantations abandonnées et délaissées s'enherbaient, la production se faisant de plus en plus rare. Les champs autrefois verdoyants se transformèrent en désert, témoins muets de la cupidité humaine. Pire encore, les eaux qui alimentaient les rivières et les puits furent souillées par les résidus toxiques de l'exploitation minière. Les poissons, autrefois abondants, disparurent peu à peu, emportant avec eux l'équilibre fragile de l'écosystème. La santé des habitants commença également à se détériorer. Les maladies liées à la pollution et à l'exposition aux produits chimiques se multiplièrent, frappant durement jeunes et vieux. Les enfants naissaient avec des malformations congénitales, tandis que les adultes luttaient pour maintenir leur santé défaillante. Mais peut-être le plus dévastateur de tous les effets de l'orpaillage fut la division qu'il sema au sein de la communauté de Sikakro. Les conflits fonciers éclatèrent entre frères, autrefois unis par des liens de sang et de solidarité. Les querelles pour le contrôle des terres et des richesses déchirèrent les familles et les amis, transformant autrefois des alliés en ennemis jurés. Kitty, le cadet, restait farouchement attaché aux traditions et à la terre de ses ancêtres. Convaincu que l'orpaillage était une abomination contre nature, il refusa catégoriquement de participer aux activités minières, préférant produire du cacao avec dévotion. Piki, l'aîné, tomba quant à lui sous le charme trompeur de Katakié. Aveuglé par la perspective de richesse facile, il abandonna rapidement ses plantations pour se consacrer à l'orpaillage. Persuadé que l'or était la clé de son succès et de sa fortune, il plongea tête la première dans cette quête sans fin, ignorant les avertissements de son frère cadet. Et puis il y avait Zoka, l'autre frère, qui se retrouva pris entre les deux camps opposés. Tour à tour, il tentait de jouer les médiateurs entre Kitty et Piki, jonglant avec les aspirations contradictoires de ses frères et les tensions grandissantes qui menaçaient de déchirer leur famille. Les querelles entre les frères atteignaient souvent des sommets d'absurdité. Kitty accusait Piki d'avoir creusé un trou si profond qu'il atteignait le centre de la terre, tandis que Piki ripostait en accusant Kitty d'avoir délibérément créé une plantation de cacao qui lui lançait des malédictions à chaque fois qu'il s'approchait trop près. Et pendant ce temps, Zoka jonglait avec les deux camps, tentant de préserver l'unité familiale tout en évitant de devenir la balle d'une guerre fratricide. Mais alors que les querelles fraternelles atteignaient
des proportions de plus en plus grotesques, une réalisation douloureuse commença à s'imposer dans l'esprit des frères de Sikakro. Ils réalisèrent que l'orpaillage avait apporté bien plus de malheur que de bonheur, et que leur village bien-aimé était au bord de la ruine. Le chef du village, autrefois respecté et vénéré pour sa sagesse et sa prudence, se retrouva subitement relégué au second plan. Les pseudo-riches, qui s'étaient enrôlés dans la quête de l'or, se mirent à faire la loi, imposant leur volonté au mépris de toute considération pour l'intérêt général. Les notables, qui avaient jadis conseillé le chef du village avec honnêteté et dévouement, furent également éclipsés par l'influence grandissante des nouveaux arrivants. Leurs paroles, empreintes de bon sens et de sagesse ancestrale, incapables de rivaliser avec les promesses séduisantes de richesse rapide. Dans cette atmosphère de chaos et d'insécurité, le chef du village se retrouva pris entre le marteau de l'opposition des pseudo-riches et l'enclume des désirs de son propre peuple. Conscient des dangers de l'orpaillage pour l'avenir de Sikakro, il tenta désespérément de maintenir l'ordre et la cohésion sociale de l'avidité humaine. Les pseudo-riches, aveuglés par leurs propres ambitions et assoiffés de pouvoir, s'emparèrent peu à peu des leviers de contrôle du village. Ils manipulèrent les lois à leur avantage, usant de leurs richesses nouvellement acquises pour acheter des faveurs et corrompre les autorités locales. Bientôt, Sikakro devint le théâtre de rivalités et de conflits internes, où la loi du plus fort prévalait sur celle du bien commun. Les notables, qui avaient longtemps servi le village avec honneur et dévouement, se retrouvèrent relégués au rang de spectateurs impuissants. Leurs conseils avisés furent souvent ignorés, voire méprisés, par ceux qui avaient succombé aux promesses éphémères de richesses faciles. Malgré ses efforts pour maintenir l'ordre et la stabilité, le chef du village se retrouva confronté à une résistance farouche de la part des pseudo-riches, qui refusaient catégoriquement de céder le moindre pouce de terrain. Leurs intérêts personnels prévalaient sur ceux de la communauté, et ils étaient prêts à tout pour protéger leur nouvel empire d'or. Pourtant, au milieu de ce tumulte et de cette confusion, une lueur d'espoir persistait dans le cœur du chef du village et de ses fidèles notables. Il savait que, malgré les apparences, la véritable richesse de Sikakro ne résidait pas dans les pépites d'or, mais dans le lien indéfectible qui unissait ses habitants. Et ils étaient déterminés à préserver cet héritage précieux, coûte que coûte. Ainsi, même face à l'adversité et à l'opposition, le chef du village et ses notables firent preuve d'une résilience et d'un courage exemplaire. Ils continuèrent à défendre les valeurs fondamentales de Sikakro, rappelant à tous que la véritable richesse était celle qui se construisait dans le respect de la nature, de la communauté et de l'intégrité personnelle. Et tandis que les pseudo-riches s'évertuaient à ériger des monuments à leur propre gloire, le chef du village et ses fidèles notables travaillaient dans l'ombre, tissant des liens invisibles mais indestructibles qui assureraient la survie et la prospérité de Sikakro pour les générations à venir. Car en fin de compte, ils savaient que c'était là la véritable richesse, celle qui ne pouvait être ni achetée, ni corrompue, mais qui résidait simplement dans le cœur et l'âme de ceux qui appelaient en Sikakro leur foyer. Dans le village paisible de Sikakro, l'ombre menaçante de l'orpaillage avait engendré un climat d'insécurité grandissant. Les promesses de richesse rapide avaient attiré des individus avides, prêts à tout pour s'enrichir, même au détriment de la communauté. La tranquillité qui avait autrefois régné en maître dans le village avait cédé la place à la peur et à la méfiance. Les pseudo-riches, désormais les maîtres autoproclamés de Sikakro, imposaient leurs lois avec une poigne de fer. Ils avaient transformé le village en un champ de bataille, où seuls les plus forts et les plus impitoyables survivaient. Les querelles pour le contrôle des terres et des richesses faisaient rage, alimentant les tensions déjà palpables entre les habitants.
Dans ce climat d'instabilité croissante, même l'éducation des enfants de Sikakro était menacée. Le groupe scolaire, autrefois un havre de savoir et de savoir-vivre, était désormais confronté à des défis insurmontables. Les enseignants, privés d'eau potable en raison de la pollution causée par l'orpaillage, étaient contraints de fermer les portes de l'école, privant ainsi les enfants de leur droit fondamental à l'éducation. Cette décision désastreuse plongea Sikakro dans le désespoir. Les enfants, privés de leur seul échappatoire à la misère qui régnait dans les rues, erraient sans but, condamnés à un avenir sombre et incertain. Les parents, désemparés devant l'impossibilité d'offrir à leurs enfants les chances qu'ils méritaient, se sentaient impuissants face à l'ampleur du désastre. Pendant ce temps, le chef du village et ses notables travaillaient sans relâche pour trouver une solution à la crise qui sévissait à Sikakro. Conscients de l'urgence de la situation, ils entreprirent des démarches pour installer de nouvelles pompes hydrauliques afin de fournir de l'eau potable à la population et aux enseignants, afin de permettre la réouverture du groupe scolaire. Ils sollicitèrent l'aide de bienfaiteurs et de militants environnementaux, mettant de côté leurs différends pour unir leurs forces dans l'intérêt supérieur de la communauté. Finalement, après des semaines d'efforts acharnés, une lueur d'espoir apparut à l'horizon. Les enfants de Sikakro retrouvèrent le chemin de l'école, renouant avec la joie de l'apprentissage et l'espoir d'un avenir meilleur. Cette victoire, bien que modeste, symbolisait la résilience et la détermination du peuple de Sikakro. Face à l'adversité et à l'oppression, ils étaient unis et solidaires, faisant preuve d'une force intérieure qui défiait toute logique. Et tandis que le soleil se couchait sur la contrée, baignant les plantations de cacao de ses rayons dorés, une nouvelle ère de prospérité et de paix semblait poindre à l'horizon. L'orpaillage, ou l'extraction artisanale de l'or, peut avoir de nombreux effets néfastes sur un village de producteurs agricoles, notamment la déforestation, la contamination des eaux, les conflits fonciers, la dégradation des infrastructures, la précarité économique et les risques pour la santé, et bien d'autres. Par ailleurs, il existe des mesures pour décourager l'orpaillage. Voici quelques suggestions. La sensibilisation sur les dangers, le renforcement de la sécurité, la création de programmes alternatifs des activités génératrices de revenus, la collaboration avec les coopératives agricoles, la surveillance des zones aurifères, la dénonciation des clandestins, le renforcement et l'application stricte de la loi.